Bonjour à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de Business Africa. Cette semaine dans votre magazine économique, nous parlerons de vos priorités, des habitats sûrs, une énergie environnementalement responsable et des banques plus proches de vos besoins. Et tout de suite, voici les grands titres de cette édition. Améliorer l'inclusion financière sans sacrifier la sécurité des clients, tel est le nouveau défi du secteur bancaire africain. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est celui des escrocs. Nous cherchons constamment des moyens d'éviter leurs pièges. Les banques nous invitent souvent à des séminaires pour nous informer sur leurs méthodes, comme l'envoi de messages frauduleux. Réduire le chômage en améliorant la couverture d'électricité du Nigeria, c'est un espoir grâce à l'initiative White Consult qui forme à l'installation de panneaux solaires. L'Institut de formation White Consult se consacre à la formation de jeunes techniciens dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avons réussi à former 50 étudiants au cours des 3 dernières années. Des habitats urbains sûrs et durables, c'est la nouvelle priorité des villes africaines. Cap sur une conférence d'experts à Yaoundé, au Cameroun. Je suis très heureuse de recevoir cette feuille de route qui met chacun à sa place. En premier, les édiles des villes, les élus locaux, les maires d'arrondissement, de communes, de villes doivent prendre leur rôle au sérieux. Malgré un environnement plus contraint pour lever des fonds, le secteur de la fintech en Afrique connaît une croissance rapide. Un récent rapport de la Banque européenne d'investissement souligne que ce développement repose principalement sur la finance numérique. On dénombrait 1263 entreprises spécialisées dans ce segment en Afrique l'an dernier contre seulement 450 en 2020. Les réseaux mobiles fournissant des services financiers tels que l'ouverture de comptes, les dépôts, les retraits et les prêts permettent désormais aux clients de gérer leurs activités économiques à partir d'un téléphone portable. Un coup de pouce pour les économies nationales, mais aussi une porte ouverte aux escroqueries. Exemple concret en Tanzanie où la technologie permet une meilleure inclusion financière. Depuis plus de 2 ans, Ramadani Togolani travaille comme agent bancaire aidant quotidiennement plus de 100 clients. Il explique comment les agences bancaires ont facilité l'accès des personnes à leur argent, quel que soit le lieu où elles se trouvent. La majorité de nos clients sont des fonctionnaires du gouvernement et du secteur privé qui reçoivent leur paiement mensuel entre le 20 et le 10 de chaque mois. Les commerçants, en revanche, utilisent nos services quotidiennement. En conséquence, les activités des agences bancaires sont particulièrement intenses pendant cette période. Togolani considère l'inclusion financière comme une porte d'entrée vers les opportunités d'emploi, notant que de nombreux jeunes ont trouvé du travail dans le secteur financier. Cependant, il reconnaît le problème persistant de la fraude. Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est celui des escrocs. Nous cherchons constamment des moyens d'éviter leurs pièges. Les banques nous invitent souvent à des séminaires pour nous informer sur leurs méthodes, comme l'envoi de messages frauduleux. Même la police nous envoie des alertes pour nous tenir informés. Pour des clients comme Tobias Massalou, les services des agences bancaires offrent un sentiment de sécurité. Avant d'utiliser ces services, il gardait son argent à la maison, dans une petite boîte où il était vulnérable. Je préfère utiliser les agences bancaires parce que mon argent est directement déposé à la banque. C'est facile de retirer mon argent n'importe où. Quand je vois une agence, je peux accéder à mes fonds sans problème. C'est pourquoi je privilégie ces services. À l'inverse, mademoiselle Sekela Richard, couturière depuis plus de 5 ans, trouve que les services d'argent mobile sont plus pratiques grâce à leur accessibilité. Depuis 5 ans, je me repose sur les services de transaction via mobile parce qu'ils sont efficaces et pratiques.
Ces services sont proches de mon domicile et de mon lieu de travail, ce qui facilite les transactions. Conserver de l'argent chez moi ou sur mon lieu de travail était risqué. En cas de vol ou de perte, il serait difficile de le récupérer. L'argent mobile offre un moyen sûr et formel de stocker et de suivre mes finances. Malgré la concurrence croissante dans le secteur des services financiers, Catherine Rutinguet, responsable du service agence bancaire chez CRDB Bank, constate une demande en constante augmentation. Elle estime que la vision doit aller au-delà de la concurrence en s'assurant que tous les Tanzaniens aient accès à des services financiers fiables et abordables. CRDB Bank met l'accent sur les zones rurales où l'accès aux services financiers reste limité. Dans les zones rurales, nous nous concentrons sur les corridors de liquidité liés aux activités économiques locales. Nous proposons des services qui nous permettent d'interagir avec eux et de soutenir efficacement leurs activités quotidiennes. La plupart des habitants de ces régions sont des agriculteurs. Pour les aider, nous avons développé des services spécialisés comme des comptes agricoles adaptés à leurs besoins. Cela nous permet de participer à leurs activités économiques quotidiennes et de leur fournir des solutions financières pertinentes. Ces comptes agricoles gratuits sont devenus de plus en plus populaires dans les zones rurales, inversant une tendance de longue date de manque d'accès aux services financiers. Renforcer l'inclusion financière dans ces régions pourrait ouvrir des opportunités considérables. Selon le recensement de 2022 en Tanzanie, 40 millions des 61 millions d'habitants vivent en milieu rural, avec un taux de pénétration du mobile de 83,66% en 2023. Cette population rurale bien connectée pourrait devenir un moteur clé du développement économique de la Tanzanie. Des progrès ou un simple talk show? Comme tous les ans, le Forum de Davos vient de rassembler l'élite politique et économique internationale en Suisse. Cette année, 350 chefs de gouvernement et 60 chefs d'État d'environ 130 pays étaient présents pour débattre de l'intelligence artificielle. Plusieurs représentants africains avaient fait le voyage, parmi lesquels le président sud-africain Cyril Ramaphosa, son homologue Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo et le président somalien Hassan Sheikh Mohammed. Tous ont plaidé pour la coopération internationale, un commerce plus équitable et des investissements mieux ciblés, adaptés aux besoins réels de l'Afrique. Plus de solaire dans le mix énergétique africain, telle est la conclusion du rapport Africa Solar Outlook 2025 publié par l'Africa Solar Industry Association. Il met en évidence la croissance constante pour la 3e année consécutive de l'énergie solaire sur le continent, où plus de 2 gigawatts crête sont installés chaque année. L'Afrique abrite aujourd'hui 19,2 gigawatts crête hors installation résidentielle. Seuls 2 pays, l'Afrique du Sud et l'Égypte, absorbent 80% de l'ensemble des nouvelles installations solaires, mais c'est la République centrafricaine qui arrive en tête du classement des pays où le solaire contribue le plus au mix électrique global, avec une part d'énergie d'origine solaire de 40%. Et qui dit énergie solaire dit emploi. En Côte d'Ivoire, 5 lycées professionnels viennent de lancer des formations en énergie photovoltaïque. Objectif, proposer une formation qualifiante, adaptée à la demande et aux besoins du marché du travail. Le Nigeria tente de son côté de surmonter 2 maux récurrents, le chômage et la pénurie d'électricité. Notre journaliste Hugo Uana est allé voir comment fonctionne un programme de formation de jeunes Nigérians aux compétences techniques d'installation de panneaux solaires. Regardez. Grâce à son institut de formation White Consult, Adebola Anofi, un jeune entrepreneur nigérian actif dans le secteur des énergies renouvelables, donne à de jeunes Nigérians sans emploi les moyens de relever les innombrables défis auxquels le secteur de l'électricité est confronté au Nigeria.
J'ai grandi dans un quartier, un lotissement, où l'on a l'impression qu'à partir de 19 h, il n'y a presque plus d'électricité en provenance du réseau principal. Les groupes électrogènes hurlent partout, l'environnement est pollué. On peut à peine respirer l'air et tout cela est devenu une source d'inquiétude pour moi. Je me suis assis un jour et j'ai commencé à examiner la situation. N'existe-t-il pas des moyens écologiques de produire de l'énergie sans polluer l'environnement ? La volonté d'Adebola d'atténuer les problèmes en proposant des solutions écologiques pour l'alimentation en énergie alternative au Nigeria l'a conduit à créer l'Institut de formation White Consult. Objectif, permettre aux jeunes Nigérians d'acquérir les compétences nécessaires pour devenir des fournisseurs de solutions dans le domaine des énergies renouvelables et de trouver des emplois en tant que techniciens en convertisseurs d'énergie solaire. L'Institut de formation White Consult se consacre à la formation de jeunes techniciens dans le secteur des énergies renouvelables. Nous avons réussi à former 50 étudiants au cours des 3 dernières années. Nous avons déjà eu 3 groupes de formation, avec déjà environ 75 étudiants qui sont passés par l'Institut de formation. Et ce dernier groupe est celui qui a vraiment apporté ce que nous appelons l'égalité des sexes. Car ces dernières années, nous n'avions pas de femmes dans cet institut de formation. Mais l'an dernier, nous en avons eu 3. Déjà, dans la présente session de formation, nous avons déjà une femme. Je m'adresse à tous ceux qui me regardent en ce moment, même aux femmes et aux dames. Comme vous pouvez le constater, je suis une femme mariée avec 2 enfants. Et je fais tout ce chemin depuis le confort de ma maison pour venir apprendre ceci. Et je me suis rendu compte que moi-même, je peux le faire mieux que ces hommes. C'est donc la raison pour laquelle je suis venue acquérir ces connaissances de base pour être un fournisseur de solutions. Ifeoluwa, cette unique technicienne stagiaire de la promotion actuelle, brise les barrières et les stéréotypes au sujet de l'implication des femmes dans l'acquisition des compétences et de l'expertise nécessaire pour avoir un impact dans ce secteur. Lorsque nous examinons ce problème d'électricité, nous constatons que la plupart des enfants qui rentrent de l'école, certains d'entre eux rentrent tard dans la nuit et à cette heure-là, il n'y a pas d'alimentation électrique. Ils finissent par utiliser des lampes locales comme des lanternes ou des bougies. Ce qui n'est pas suffisant pour leurs études. Ils ont besoin d'un environnement bien éclairé pour pouvoir étudier et obtenir de meilleurs résultats. Il est important de noter que les composants de ces convertisseurs solaires sont réutilisables et recyclables, ce qui rend leur utilisation plus sûre et plus propre dans les maisons, écoles, hôpitaux et bureaux. Chaque produit que nous, humains, consommons a un cycle de vie. Si nous continuons à fabriquer des produits qui ne sont pas recyclables, nous finirons par créer une autre forme de pollution, alors que nous sommes en train de résoudre un problème. Si vous regardez les panneaux solaires, si vous regardez les batteries, ce sont tous des produits recyclables. Récemment, le gouvernement de l'État de Lagos s'est également associé à nous pour trouver des moyens de recycler ce produit. Ils ont un site de décharge où nous emmenons ces produits lorsqu'ils ont atteint leur durée de vie. Ils ont un moyen d'extraire différents composants de ce produit. Les efforts d'Adebola dans sa communauté et au Nigeria en général n'ont pas été ignorés. Il s'est associé aux autorités locales et étatiques et plus récemment aux banques, proposer des options de paiement échelonnées aux clients afin qu'ils puissent se procurer des onduleurs solaires. Il a reçu des prix pour ses contributions à la société. La contribution d'Adebola ne se limitera pas à créer des emplois et des sources alternatives d'approvisionnement en électricité pour les Nigérians, mais elle devrait apporter un lieu de vie plus sûr grâce à ces solutions respectueuses de l'environnement. Il s'agit en fait d'un appel à l'action pour des solutions et des formations plus pragmatiques qui pourraient atténuer considérablement les problèmes de chômage et d'énergie qui prévalent au Nigeria. Envie de faire rayonner votre entreprise en Afrique et en Europe ? Augmentez votre visibilité avec Fréquence Business grâce à notre réseau de chaînes de télévision nationales dans plus de 40 pays. Chaque semaine, plus d'une centaine de diffusions à travers l'Afrique, l'océan Indien et l'Europe. Ne manquez pas cette opportunité unique. Alors n'hésitez pas, contactez-nous dès maintenant.
Bienvenue dans la deuxième partie de notre émission. C'est un nouveau signe de l'intérêt croissant de l'Afrique pour le bloc des économies en développement des BRICS. Selon le Brésil, président du groupe, le Nigeria a été admis comme pays partenaire. Le bloc des BRICS a accueilli l'an dernier l'Iran, l'Égypte et l'Éthiopie, tandis que la Turquie, l'Azerbaïdjan et la Malaisie ont déposé leur candidature. Le Nigeria, la plus grande économie africaine, devient ainsi le 9e pays partenaire des BRICS, aux côtés d'une autre économie à l'est du continent, l'Ouganda. La préparation des gouvernements en matière de cybersécurité est devenue une préoccupation majeure pour les entreprises africaines. Selon le dernier rapport Global Cyber Security Outlook publié par le Forum économique mondial, 36% des entreprises africaines ne font pas confiance à la préparation de leur pays à gérer les cyberincidents, contre seulement 15% en Europe et en Amérique du Nord. Les petites entreprises se sentent plus exposées aux risques. 35% d'entre elles déclarent une cyber-résilience insuffisante. Un tiers des PDG estiment que les tensions géopolitiques ont accru le risque de cyberespionnage. Kampala, capitale de l'Ouganda, est à la recherche d'investisseurs dans la valorisation énergétique des déchets ainsi que de producteurs de gaz et d'engrais pour l'aider à résoudre son problème croissant de déchets. L'unique décharge de la capitale est une énorme montagne de déchets de 15 hectares et elle s'est effondrée l'été dernier lors de pluies, tuant 35 personnes. Infinitum Energy Group, un développeur de valorisation énergétique des déchets, discute actuellement avec la direction de la ville pour mettre en place un projet qui pourrait produire du diesel renouvelable. L'entreprise a déclaré qu'elle était prête à investir jusqu'à 500 millions de dollars dans le programme. Effectivement, ce dilemme que connaît Kampala est récurrent en Afrique. De nombreuses villes continuent de subir les conséquences du changement climatique. Les inondations et les glissements de terrain qui emportent les habitations sont devenus plus fréquents. Les experts estiment que la question de l'habitat sûr et durable dans les villes du continent est urgente. Une conférence internationale s'était tenue au Cameroun sur ce sujet quelques jours après une tragédie à Yaoundé. Reportage d'Aboubacar Mounchili. Des corps d'enfants, des femmes et des hommes qu'on cherche désespérément, ces images de désolation après des pluies torrentielles à Yaoundé au Cameroun ont fait le tour du monde, suscitant indignation. Des maisons de fortune, pour la plupart construites sur le flanc de la colline, le mont Bankolo, viennent de céder sous la pression de l'eau et le glissement de terrain. Le bilan est effroyable. Tous les bassins d'eau descendent et ravagent tout ici, emportant les maisons avec les gens dedans. Près d'une trentaine de morts d'après les chiffres officiels. Les spécialistes mettent en cause les changements climatiques, mais pas seulement. Il y a aussi le rôle des constructions anarchiques et non adaptées aux exigences du relief, mises en place non seulement par une population précaire, mais aussi par une couche sociale plus favorisée. Tous profitent en effet du flottement du dispositif réglementaire immobilier en matière d'occupation des espaces et de construction. Des dispositions juridiques qui ne sont pas fermement respectées. Le Cameroun n'est pas le seul pays en Afrique ou au monde à connaître ce genre de catastrophe. Ici comme ailleurs, la poussée démographique et le développement vertigineux des villes sont devenus de véritables casse-têtes. La population urbaine en Afrique double tous les 20 ans. Tous les 20 ans. Elle n'était que de 27 millions en 1950 et elle a été multipliée par 20 en 70 ans. Et il y a des villes dont la population est multipliée par 4-5 en une décennie. Donc ça va si vite que ça va plus vite que les capacités d'aménagement, ça va plus vite que les capacités d'investissement en infrastructure. Et comme conséquence, d'après les experts, les villes se déploient aujourd'hui plutôt différemment, de façon horizontale, disent-ils, dans ce qui est appelé la ville informelle des zones à part. Et ces zones-là sont des zones qui sont des zones à risque en termes de changement climatique. Ce sont des zones qui normalement devaient être maintenues comme non édificantes, qu'on ne devait pas occuper. Mais quand les gens viennent en ville et qu'ils n'ont pas de place, ils se mettent là-bas. C'est là que changement climatique, choc climatique ou risque climatique et habitat durable deviennent des défis à conjuguer. Des défis qu'il faut surmonter afin que pareilles catastrophes ne se reproduisent plus sur le continent. C'est dans ce contexte dramatique qu'une conférence internationale sur les changements climatiques et l'habitat durable se tenait à Yaoundé.
Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la campagne urbaine mondiale d'ONU Habitat, notamment l'agenda climat international. C'est une rencontre très importante et les enjeux sont énormes. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement une vue de l'esprit ou ce n'est pas simplement quelque chose de philosophique. Le climat est en train de changer, on l'a vu, et si on ne fait rien, ça va entraîner des catastrophes. Donc c'est une thématique qui nous tient beaucoup à cœur et qui génère énormément de questions, énormément d'actions aussi des gouvernements. Personnalités de haut rang, experts, acteurs du terrain, représentants des gouvernements locaux, des entreprises et de la société civile, plus de 600 personnes ont participé à cette conférence. Une riche rencontre qui s'est déroulée à travers plusieurs formats de partage de contenu et de discussions comme des tables rondes, des ateliers et surtout des espaces de mise en avant des bonnes pratiques ou de présentation des projets venant de la société civile. Nous avons eu une quarantaine de projets de la société civile. Il y a ceux qui présentaient sur le style d'habitat qu'il faut pour qu'il y ait changement. Il y a ceux qui présentaient sur le type d'installation électrique, sur l'énergie. Il y a des projets qui soutenaient également des jeunes dans les différentes initiatives afin que ceux-là, surtout les petits-enfants, les élèves, puissent grandir avec cet esprit de transition écologique. Pour l'Association mondiale Climate Change qui a organisé cette conférence, il s'est agi d'une occasion réussie de tirer une fois de plus la sonnette d'alerte et surtout d'engager les différents acteurs concernés sur les chantiers importants pour la construction des villes africaines et l'habitat de demain au regard des défis climatiques. Je crois que c'est une conférence qui a mis l'accent sur l'habitat informel, qui est souvent un tabou du débat en Afrique. L'habitat informel, c'est souvent ce qu'on ne veut pas voir en préférant développer des programmes de construction neuve avec des standards plus occidentaux, mais qui sont très chers, donc qui ne répondent pas en quantité aux besoins. Parce que cet habitat informel, il ne va pas disparaître du jour au lendemain, donc il faut aussi l'intégrer dans la stratégie sur l'habitat durable en Afrique. La question du financement est évidemment incontournable, mais les participants se sont aussi penchés sur d'autres aspects. Ils ont ainsi beaucoup débattu sur les thèmes du renforcement de la capacité d'action des gouvernements locaux et des autorités locales, de la maîtrise de la planification urbaine, de la gouvernance foncière et surtout de la qualité de la construction et de l'intégration des matériaux traditionnels. C'est un vrai enjeu, il y a des savoir-faire qu'il faut préserver et transmettre en Afrique. Il faut de nouvelles formations, des filières, des certifications. Donc on a insisté sur ce point. Un ensemble de propositions pour répondre aux défis climatiques et favoriser l'habitat durable en Afrique a été consigné dans un document appelé Feuille de route de Yaoundé. Un document de plaidoyer destiné aux différents gouvernements sur le continent. Je suis très heureuse de recevoir cette feuille de route qui met chacun à sa place. En premier, les édiles des villes, les élus locaux, les maires d'arrondissement, de communes, de villes doivent prendre leur rôle au sérieux. Les questions de prise en compte des secteurs ruraux, des quartiers précaires, la planification urbaine, le financement. Nous allons nous faire fort en tant que ministre en charge de l'habitat durable, de les accompagner dans le plaidoyer non étatique qu'ils vont faire. Mais si un pas de plus a été franchi à Yaoundé, il reste à attendre que l'ensemble de ces acteurs interpellés se mettent vraiment au travail. Avec un espoir, l'arrivée progressive sur le continent des villes et de l'habitat plus sécurisé contre le dérèglement climatique et durable. C'est-à-dire, comme expliquent les spécialistes, des villes mieux organisées où des habitats adaptés, la mobilité et les espaces verts sont devenus des acquis pour le mieux vivre de tous. Et voilà, Business Africa, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine, même chaîne, même heure, pour Initiative Africa. Nous recevrons Bola Bardé, la PDG de Soussou, une fintech dédiée aux besoins d'assurance médicale en Afrique. En attendant, vous pouvez revoir cette émission sur notre site web africaonair.com et nous suivre sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à liker, partager et commenter en utilisant le hashtag Business Africa. Bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.